notre société, un désir de communauté. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un désir de performance aussi, pour faire comme la voisine et avoir des enfants. C'est un peu énorme ce que je dis là, mais je pense que ça joue aussi. Et comme on le disait, je suis très frappée par le regard de la société sur un couple, une femme surtout, qui dit qu'elle ne veut pas d'enfant. C'est extrêmement mal vu. Il est de bon ton aujourd'hui de souhaiter un enfant. Et cela, je ne sais pas si c'est à tout prix, mais je dirais par tous les moyens. Et ce qui est parfois un peu choquant. Maintenant, nous vivons dans un monde aussi où on veut tout de suite. Ce qui fait que si on n'a pas d'enfant tout de suite, et ces couples qui viennent nous voir en disant c'est épouvantable, j'ai arrêté la pilule depuis 3 mois et je ne suis pas enceinte, comme va dire le monsieur du couple, nous ne sommes pas enceintes. Eh bien non, il n'était pas encore enceint et il suffisait finalement d'avoir un petit peu de patience. Mais j'ai aussi souvenir d'un couple qui est venu me voir lorsqu'ils avaient moins de 30 ans tous les deux et qui m'ont dit on ne veut pas d'enfant. Alors j'ai eu un sourire très adulte devant ces petits jeunes et je me suis dit j'ai pensé qu'on attend. Alors ils m'ont regardé, ils étaient beaucoup plus filés que moi et ils m'ont dit mais vous savez on vous reverra dans 20 ans, dans 30 ans et ils se sont rattrapés en disant on vous verra tous les ans. On vous verra dans 20 ans, et vous verrez que nous n'aurons pas changé d'avis. Et bien c'est vrai, ceux-là n'ont pas changé d'avis malgré l'énorme pression qu'ils ont subie autour d'eux, pas seulement par les amis, mais par la famille. Alors il y a évidemment ces phrases très attristantes, et que je comprends très bien, des futures, de ces femmes, des mères, qui se voyaient des futures grand-mères, et puis on a dit, ben non, ça sera pas. Parce que ce qui est passionnant aujourd'hui, mais parfois attristant, c'est que l'autre version triste du désir d'enfant, c'est-à-dire la stérilité, elle est vécue par les femmes à n'importe quel âge. Et je crois qu'il y a des femmes qui vivent ça extrêmement mal par rapport à leur entourage, aussi bien que la jeune femme qui, sur le moment, ne peut pas réaliser ce rêve. Alors, le mot rêve, je crois qu'il est important. Je crois que même aujourd'hui, les petites filles s'imaginent, d'ailleurs, on va voir leur enfant avec elles aussi, peut-être les filles sont aussi, mais moins, s'imaginent déjà poussant un bébé, jouant à la poupée, j'ai l'impression de elles se voient déjà très très bien avec leur bébé. Même si le papa et la maman du petit Nicolas ne correspondent peut-être pas tout à fait à ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement papa au travail et maman à la cuisine, mais il n'empêche que, sauf pour les femmes, il n'y a que les femmes qui soient enceintes, voilà, oui, c'est pas voir comme ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et alors, il y a autre chose qui m'inquiète personnellement. Dans notre monde, il y a déjà eu le Bonjour Tristesse de François Sagan, où la contraception et la liberté de la femme existent. On entend encore beaucoup de nos patientes, beaucoup de femmes, qui nous disent on n'est pas une femme comme on n'est pas mère. Il y a cette espèce d'accomplissement dans la maternité qui est quelque chose de très beau et qui ne devrait pas être une nécessité absolue pour que la société vous considère comme une femme. Et je suis étonnée, surtout avec mon grand âge, ayant vu passer beaucoup d'époques et beaucoup de moments où la situation de la femme, où la vision qu'on avait de la femme a changé, que ça reste. Et le drame pour nos patientes qui désirent un enfant et qui ne l'ont pas, ou qui n'ont pas aussi vite qu'elles le voudraient, ou qui sont obligés d'employer des moyens difficiles, reste quand même extrêmement important. Encore un mot pour ces désirs d'enfants tardifs, que l'on voit beaucoup aujourd'hui. D'abord, je vais me plaindre. On dit que les femmes ne font leurs enfants tard aujourd'hui qu'à 30 ans. Et autant que je sache, les femmes ne se reproduisent pas par scissiparité ou par trégogénèse. Pour qu'elles fassent un bébé, il faut un monsieur. Donc pourquoi ne dit-on pas que les couples aujourd'hui font leurs enfants tardivement, d'autant plus que vous savez comme moi, que si madame a 35 ans et qu'elle dit l'horloge biologique qui peut le faire ce bébé, et que le monsieur dit oh, il n'y a rien qui presse, on va au cinéma ce soir, on en parle demain. Et ça, je crois que vous l'avez tous entendu. Ce désir d'enfant, est-ce qu'il est plus celui de la femme? Sans doute toujours cette idée, la femme, la mère, cette idée. Et c'est pas le désir de grossesse, ce sont deux choses différentes encore. Le désir de grossesse et le désir d'enfant. Il y a des hommes qui regrettent de ne pas être enceintes, de ne pas allaiter. Et je crois aussi que le regard de la société est différent sur la femme. C'est pas nouveau, ce que je dis là. Et que les grossesses tardives sont souvent le fait soit de ce qu'une de mes amies appelle les belles endormies. Elles sont plus jeunes aujourd'hui, les filles, que leur mère ou que leur grand-mère. Elles ont l'impression qu'elles ont le temps. À 30, à 35 ans, même à 40, elles ont enfin atteint ce qu'elles pouvaient atteindre, elles ont passé de leur concours, elles ont gravi tous les échelons, elles ont fait les grands voyages qu'elles voulaient faire, elles ont eu un ou deux garçons dans leur existence, deux hommes dans leur existence, donc il serait peut-être temps
et de ne pas faire des ordonnances qu'on a bien recherchées depuis. Pas leur dire qu'il faut repeupler la France, hein, c'est pas ça. Mais on n'entend pas. C'est dramatique. Merci, je recommence tout. Voilà, c'est des histoires, c'est des choses tardives. Oui, mais je crois qu'il est important que nous leur disions, je répète, non pas pour repeupler la France, mais que leur horloge biologique, même si c'est un cliché, ne les attend pas, même si elles sont en pleine forme à 40 ans. À 40 ans, tout de même, la femme, elle est relativement vieille pour son accoucheur, elle n'est pas très jeune pour son entraîneur sportif, elle est vraiment pas jeune du tout pour sa fille, et quant à son homme, ce sera lui de le dire. Bon, voilà en gros ce que j'avais envie de vous dire au départ sur le désir d'enfant, ça n'a rien de définitif, bien entendu. On l'entend, voilà. Sophie Marinopoulos, cette dimension de femme incomplète tant qu'elle n'est pas mère, ce que vous évoquiez hier dans l'enfant en réparation, j'imagine que ça doit vous interpeller, la psychanalyste que vous êtes, je pense, a beaucoup à dire dans la matière. Oui, tout à fait, la longue expérience de Michel nous enseigne beaucoup là-dessus, et c'est vrai que ne vous risquez pas trop à dire quand vous êtes une femme que c'est pas votre priorité et ça vous intéresse pas trop cette affaire. D'ailleurs, nous vivons dans une société qui, vous l'avez remarqué, les femmes françaises, je l'ai déjà dit dans une autre conférence, mais je vais quand même le redire, nous sommes les meilleures européennes, vous le savez, pas parce que nous faisons de la recherche, pas parce que nous avons acquis des places politiques et des engagements politiques, scientifiques, etc. Non, parce que nous faisons beaucoup d'enfants. C'est vrai, ça va passer la dimension patriotique. Et nous sommes les plus minces. Voilà où est notre grande victoire, nous, mesdames. Voilà, nous sommes des femmes qui faisons des enfants et nous avons vu quelques exhibitions de ces maternités épanouies ces derniers temps dans nos magazines. J'avais quelques observations qui vont reprendre tout à fait ce que vient de dire Michel. Je voulais partir de la contraception, parce que qui dit contraception, tu as raison, c'est une question du désir qui est véritablement centrale. Qui dit contraception dit planification, dit maîtrise de la procréation, dit aussi dissociation entre cette sexualité procréative et aussi la sexualité du plaisir. Et là, à partir de la contraception, il me semble qu'on a une révolution anthropologique intense. Je ne suis pas bien sûre qu'on en ait mesuré les effets à ce moment-là sur le fait qu'on n'a pas vraiment interrogé en profondeur les effets inconscients de l'appropriation consciente de l'enfant. C'est-à-dire finalement, en quoi changeons-nous? Alors, en surface, oui, on a beaucoup d'études, on nous donne beaucoup de chiffres, tout ça est très chiffré, très exposé, très informatif. Au niveau de l'association de la technique et de la sociologie, on est d'accord. Mais en profondeur, qu'est-ce qui change? Est-ce que finalement ça a changé les choses de pouvoir décider un enfant quand je veux? Moi je suis de cette génération, quand j'écoute mes mères, dans le sens mes mères, celles qui m'entourent, ces femmes qui m'enseignent, mes grand-mères, elles ne parlent pas comme moi, elles ne racontent pas la même chose, elles ne pensent pas pareil sur ces questions de maternité, de féminité. Donc il y a bien entendu des évolutions et des transformations. Ça c'est une première chose. Et comme hier, monsieur Godelier nous a fait remarquer qu'il était absolument désolé de voir que les féministes ne lisaient pas. Dixit, les féministes dans sa bouche, c'était les femmes, bien sûr, mais il n'y a pas d'autres féministes, vous vous en doutez. Je pense qu'ensemble, collectivement, non pas, les femmes ne lisent pas, mais on n'a peut-être pas assez pensé ensemble au fur et à mesure que les choses se transformaient parce qu'on était fiers et heureux, et j'en faisais partie, j'en fais toujours partie, de ces évolutions qu'il n'est pas question de diaboliser, de dramatiser, et d'être capable de prendre en compte. La deuxième observation, c'était la PMA, la procréation médicalement assistée. Ce que je remarque d'un point de vue clinique, mais aussi au niveau de la société en général, c'est qu'on parle beaucoup plus du désir que de l'enfant. On perd un peu de vue de l'enfant et on est très centré sur le désir. Les patients qui viennent nous voir en consultation à la maternité sont hyper doués au niveau des traitements médicaux, mais elles me parlent, je ne comprends rien dans là où elles en sont. J'attends que l'enfant arrive à un moment ou à un autre, au moins un enfant
l'enfant imaginaire. Et il est assez loin, et cet enfant qui naît d'un désir privé, et qui en effet arrive, on fait un enfant pour soi aujourd'hui dans une famille qui est désinstitutionnalisée, qu'est-ce que ça implique une fois encore en profondeur? Qu'est-ce que ça change dans le lien à l'enfant? Est-ce que ça change quelque chose? Et est-ce qu'on a le droit de dire que ça change quelque chose sans qu'on nous entende rétorquer? Je l'ai entendu à plusieurs reprises, qu'on était nostalgique de la PME, de la famille père, mère, enfant. On est tout à fait dans les nouvelles familles, les nouvelles compositions familiales, mais le lien à l'enfant et la construction filiative, qu'est-ce qui est bousculé dans ce désir d'enfant et dans ce désir tellement vanté et recherché? La troisième observation, sur justement toujours ce désir d'enfant qu'on peut faire hors corps, hors sexe, hors vie, puisque on peut être mort et faire des enfants, on n'a plus besoin d'un lien charnel et corporel. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal? La question du bien et du mal revient régulièrement dans nos préoccupations autour de ce désir. Est-ce que c'est mal d'y répondre? On est tous en train de se poser quel est le champ des possibles. Quand est-ce qu'on dit au désir stop? Et qui dit stop? Et quand doit-on dire stop? C'est toute notre préoccupation. Si c'est mal, si oui, je vais faire un petit jeu de mots un peu facile, je vais dire un mal en chasse un autre, pour reprendre les expressions de Marcel Gaucher, qui nous rappelle que pour lui, le désir exemplaire de demain et de prochaine, sera celui de la femme homosexuelle, refusant tout rapport avec un homme et obtenant son enfant par PMA. Alors ça m'a fait associer aussi un petit documentaire que j'ai vu il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être vu vous aussi. C'était aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis, c'est une femme qui a eu un enfant en achetant le sperme 248, excellent sperme, nous explique-t-elle devant l'écran, et elle est tellement contente et fière de cet enfant qu'elle a eu avec ce sperme, qu'elle l'a mis ça sur son, je sais pas comment on dit, son blog ou son Facebook, je ne suis pas très au point là-dessus, vous m'en excuserez, et elle a fait des émules. Il y a des tas de femmes qui ont été chercher ce sperme pour avoir un enfant de ce sperme, parce que ce sont des beaux enfants, et il y en a même qui en ont mis de côté, en ont réservé pour faire leurs enfants plus tard. Et dans le documentaire, on voit 9 femmes qui se réunissent, qui sont en pique-nique, qui se voient tous les mois, qui se réunissent avec leurs enfants obtenus par ce sperme, je dis bien, et qui n'ont absolument aucun contact avec les hommes, d'abord parce qu'elles sont déçues. Parce qu'elles n'ont pas trouvé un seuil convenable, alors ça va bien, elles n'ont pas attendre de trouver le bon. Donc elles sont ensemble, finalement, elles se réunissent pour parler de cette nouvelle famille sans homme. Et puis elles ont une curiosité, elles se sont dit mais c'est qui? Parce que les enfants sont tellement beaux, tellement intelligents, tellement super, elles l'ont recherché, elles l'ont trouvé. Il habite heureusement pour lui, je n'ai pas envie de dire, je m'autorise un petit avis personnel assez loin. Et c'est un pédiatre installé, marié, quelques enfants bilingues. Et voilà, et donc elles sont au téléphone avec lui, elles passent les unes après les autres pour dire à quel point elles sont contentes de leur progéniture, et elles le remercient grandement, le tout dans une hystérie absolument incroyable, ça rit, ça pleure, ça chante, et le monsieur, l'autre bout du fil, est très content de voir que tout le monde est ravi et va bien. Voilà, ce sont des situations auxquelles il faut pouvoir continuer à penser. Alors, pas de nostalgie là-dedans, bien entendu, mais par contre, je me dis qu'on doit pouvoir être mature, et j'ai le sentiment que parfois, nous les adultes, eh bien, on file très vite quand les questions deviennent gênantes. Et que ça serait une maturité d'accepter de s'interroger et d'oser dire des choses. Alors moi je voulais arriver jusqu'aux enfants, parce que je suis une clinicienne de l'enfance, je rencontre des enfants, et oui, faire des enfants qui différencient du sexuel, légitimés par le désir, et là ça change. Oui, nous les cliniciens, les enfants que nous voyons, j'ai 26 ans d'expérience, les pathologies, les symptômes d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ça a bougé, ça a changé, ça s'est transformé. Les parents eux-mêmes nous le disent, par exemple ceux qui ont des enfants par PMA, ils nous disent à quel point ils ont vécu 10 ans, 15 ans avec un enfant imaginaire hyper sympa. L'enfant imaginaire, vous le savez,
il est super. Et quand l'enfant réel arrive et qu'on avait fait une petite vie avec cet enfant imaginaire, cette réalité-là prend une allure parfois traumatique, c'est-à-dire que l'état émotionnel du parent a du mal à suivre la réalité de l'enfant. Je vais vous raconter une petite histoire d'un couple qui vient me voir dans un lieu d'accueil que j'ai créé à Nantes, qui s'appelle Les Patobeurs, qui est un lieu où des psychologues, psychanalystes, psychiatres sont présents pour recevoir les familles anonymes, gratuits, sans rendez-vous. Vous êtes préoccupé, vous n'êtes pas bien, vous vous sentez, voilà. Vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir, on vous reçoit dans une cuisine, si c'est l'heure de dîner, on fait un plat de pâtes, d'où les pâtes au beurre. Un couple arrive, la cinquantaine, ils ont des jumeaux, et monsieur m'explique, c'est monsieur qui explique qu'ils ont eu ces enfants, ces jumeaux, par gamètes qu'ils ont été cherchés en Espagne, puisque madame ne pouvait pas avoir d'enfants. D'ailleurs, il me dit, si vous voulez, je pourrais vous donner l'adresse. Bon, pas de besoin particulier, mais en tous les cas, il m'a fantasmé, donc j'avais peut-être besoin, envie aussi d'avoir la bonne adresse. Très bien. Donc, madame est enceinte, ils sont des jumeaux, et voilà. Les petits ont 18 mois, ils viennent avec un des enfants, pas les deux, un enfant qui m'inquiète tout de suite dans son comportement, mais c'est pas notre sujet, mais bon, c'est une préoccupation que j'ai pour cet enfant. Et ce monsieur m'a beaucoup touchée parce qu'il avait une authenticité, une franchise. Il me dit, vous savez maintenant, alors je crois que c'est le début de la rencontre, mais il me dit en fait, voilà, moi, vous voyez, pour moi finalement, être père, ben, c'est un concept. En fait, je vais vous dire, hein, je ne suis pas fait pour ça. Les petits ont 18 mois, monsieur a 50 ans. J'avais envie de lui dire, c'est pas gagné parce que vous êtes quand même parti pour une longue histoire. C'est-à-dire qu'il a fabriqué ses enfants, et c'est pas du jugement, c'est que nous, les cliniciens, c'est ça qu'on va prendre en charge, c'est de ça qu'on va parler ensemble, de concepts qui mènent à la paternité. Aujourd'hui, voilà. C'est pour ça que je dis qu'on doit être mature et on doit savoir créer des accueils, des aides, des soutiens qui correspondent à cette société qui évolue. Donc la teneur du lien familial change, le sens de la maternité et de la paternité change, la distribution du conscient et de l'inconscient change, le lien avec l'enfant change quand on sait qu'un enfant peut grandir à chaque fois qu'il nous échappe. La croissance de l'enfant, ça passe par le moment où il échappe à son parent. Dès que maman regarde ailleurs, il est autorisé à regarder ailleurs. Allez voir les mères en maternité, elles ne sont pas partageuses, on ne partage pas le regard de bébé, il faut qu'il regarde là, maman, en face, le sein de maman de préférence. Donc c'est tout un accomplissement de la séparation pour qu'on puisse grandir ensemble. Eh bien, quand on a fabriqué un enfant selon son propre désir, et que ce désir est un enfant qui doit correspondre sans cesse au désir du parent, s'échapper, c'est-à-dire cette croissance, pouvoir grandir, qui veut dire grandir, c'est se séparer. Grandir, c'est pouvoir renoncer. Les parents doivent grandir en même temps que l'enfant, sinon ça ne marche pas la famille. Le lien familial, il est construit là-dessus. Et n'essayez pas de traiter votre enfant de 8-9 ans comme un petit de 3 ans, parce que ça va revenir en boomerang. On ne va pas trop supporter. Donc il faut que votre enfant vous échappe. Pas simple, quand on n'a rien voulu qui nous échappe, et que ce désir d'enfant a amené un enfant à une heure précise, à un temps précis, à un moment de la vie précis. Ça, c'est encore une autre question qu'on doit aborder ensemble, et j'ai presque fini. Après, je peux me taire jusqu'à la fin. Et du coup, ça m'a donné envie de relire, et de relire pour ceux qui n'ont pas lu, le genre, et je vais vous lire quelques petites phrases comme ça, choisies bien entendu pour aujourd'hui. Le genre de la fabrique de l'homme occidental. Le monde est généalogiquement organisé et la généalogie est un savoir de conservation de l'espèce, un savoir qui permet à l'homme d'habiter l'abîme. Nous donnons figure humaine à l'abîme en l'appelant naître et mourir. Nous voulons oublier que la fabrique de l'homme partout sur la planète est la fabrique des fils. Fils de l'un et de l'autre sexe. La fabrique des fils est fragile. Comme est fragile le lien qui relie chacun à l'humanité, comme est fragile le lien de la parole. Il faut des mots, des images, un corps pour que s'élève la voix humaine. Il faut cela, plus une quatrième dimension, il faut la raison de vivre. Et nos enfants aujourd'hui qui viennent nous voir en consultation,
certains, beaucoup, de plus en plus, et je m'autorise même, si ça nous fait mal, même si ça nous fait souffrir, de vous dire qu'ils ont, pour certains, un mal de vivre. Ils sont pris par le désir, enfermés par le désir, possédés par le désir, avec un certain nombre de symptômes qui est mal notre sujet, mais quand même captés par le désir. Ils ont peu de droit à l'erreur, tolérance zéro, l'inconnu. Nos adolescents sont délaissés par le désir, de plus en plus. Hier, une femme travaillant dans un collège nous a parlé des addictions qui sont de plus en plus importantes, de ces adolescents perdus, qui veulent oublier que finalement on ne les désire plus comme au départ, et que maintenant qu'ils sont adolescents, je me souviens d'un collègue qui dit « mais moi, je n'ai pas demandé à avoir des ados, j'ai demandé à avoir des enfants », ce qui est vrai, on ne veut pas d'ado, c'est trop difficile, on préfère les enfants. Voilà, nos enfants, ils sont dans ce mal de vie. Là encore, pas question de nostalgie, pas de dramatisation, simplement prenons ça en charge. Donc c'est notre capacité à faire des liens, c'est un peu ça que je voulais dire, entre nos technologies procréatives qui mettent un hymne au désir et qui ouvrent au désir intimisé, et la clinique des enfants et des adolescents qui doivent être rassemblés pour qu'on puisse continuer ensemble à accepter notre modernité, nos progrès. Il ne faut absolument pas les quitter, ils sont absolument merveilleux de toute façon, mais en pouvant les prendre en compte. Et je terminerai avec Illich pour vous dire que les femmes lisent de temps en temps, quand elles ont fini la vaisselle et le repassage, que l'homme est un être fragile, il naît dans le langage, il vit dans le droit et il meurt dans le mythe. Dans notre pratique quotidienne, il y a une évolution qui se fait petit à petit. Moi, ça fait une trentaine d'années que je fais de la pédiatrie. Je suis pédiatre et animateur, je suis très souvent en salle de naissance. En général, quand je suis là, c'est que c'est pas terrible. D'ailleurs, avec l'habitude, l'expérience, on a appris à ne pas se montrer, parce qu'on a réalisé que quand une femme n'a pas accouché, voir le pédiatre, ça peut porter malheur. Tiens, pourquoi il est là? Donc on est quelque part, pas vraiment derrière un paravent, mais avec toute notre technique qui est toute proche, et qu'on ne doit pas montrer, et prêt à intervenir dans des délais de plus en plus courts. Alors, la procréation, c'est sûr que, bon, la procréation, l'adoption, c'est un thème qui est important, mais je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais le comportement des parents qui sont passés par un tel cursus est complexe. Et quand nous voyons des parents, soit nous les voyons en salle de naissance, et là, en général, on n'est pas toujours au courant de ce qui est derrière, de choses l'une, ou bien c'était une grossesse qui était complexe, et on est prévenu, on a des réunions qui sont de plus en plus fréquentes, pluridisciplinaires, avec des sages-femmes, avec des obstétriciens, les psychologues, enfin les pédiatres, pour préparer la venue de cet enfant, parce qu'on sait que ça va être compliqué, mais par expérience, on sait aussi que une toute grossesse, tant que le bébé n'est pas né, et tant que la mère n'a pas délivré, comme on dit, eh bien, rien n'est gagné. Alors ça, je ne le dis pas trop à mes filles, parce que j'ai toujours essayé de les protéger un peu, parce que avoir un père réanimateur, c'est pas commode. Il faut toujours faire un peu attention à ce qu'on dit quand on rentre à la maison. Et donc, le pire qui puisse nous arriver, c'est quand, par exemple, on nous appelle en urgence, une grossesse qui s'était bien passée, et puis on arrive à tout plein parce que, voilà, à la dernière minute, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, un cordon ou autre chose, et on est dans l'urgence. Et dans l'urgence, on va faire notre métier. Chaque minute, chaque seconde compte, tout est très rapproché. Maintenant, heureusement, les maternités sont bien organisées. Et pendant qu'on va réanimer le bébé, eh bien, là où chaque seconde compte, on a derrière nous une sage-femme qui va nous glisser des phrases. Et ces phrases, ça va être toute l'histoire de la grossesse. Parce que nous, on la découvre à ce moment-là. Nous, en tant que réanimateurs, on ne peut pas connaître l'histoire de toutes les grossesses. Donc, on est là. On a un bébé, pas forcément prématuré. Celui-là, bon, on est prévenu un peu à l'avance. Mais un bébé qui, une heure auparavant, la maman était encore devant la télévision avec son compagnon. Et puis, il y a des choses qui s'est passé, ça s'est détraqué, et nous, on est appelés. Et là, on réanime ce bébé, c'est quelque chose de complexe. Et derrière nous, quelqu'un qui nous dit, elle ne pourra plus en avoir. Ou alors, c'est sa 4e tentative. Ou des choses de ce genre-là. Je peux vous dire que
quand on est dans l'acte de réanimation, c'est des mots qui comptent. Ça ne veut pas dire qu'on va mieux réanimer, on va faire toujours pour le mieux, mais peut-être que ça veut dire que dans notre subconscient, dans notre expérience, on va peut-être réanimer un peu plus longtemps, par exemple. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et qui, parfois, je veux pas dire polluent notre exercice, mais complexifient notre exercice. Alors ça, c'est un exemple de ce qui se passe en salle de naissance. Mais on a aussi, dans le cabinet, des expériences qui sont amusantes, à posteriori, une fois que le bébé est là. Et j'ai eu l'exemple, il n'y a pas très longtemps, d'une femme qui avait 42 ou 43 ans, qui a eu son premier bébé 2 ans auparavant, et qui venait d'accoucher d'un deuxième, donc à 42 ans. Et cette femme, à la fin de la consultation, les enfants vont très bien, me regarde et me dit: docteur, vous avez combien d'enfants? Alors j'étais surpris par la question, c'est une question que parfois les gens posent, et puis je lui ai répondu, elle m'a dit: oui, vous savez, 3 enfants, ça c'est une fête. Voilà, ça c'est des choses qu'on rencontre. Ça interpelle. Alors, moi j'ai entendu les chiffres lundi soir qui m'ont. Je les connaissais, mais je ne les avais pas vraiment lus. Et c'est vrai que d'entendre qu'en 75, l'âge moyen de la première liaison au premier enfant pour une femme était de 25 ans, je pense si je me trompe. Et actuellement, l'âge moyen de la première grossesse mise au monde pour une femme est de 30 ans. C'est des chiffres qui parlent. Entendre qu'en 78, 8000 femmes de plus de 40 ans ont mis au monde un enfant en France et qu'aujourd'hui elles sont 28 000, ça interpelle. Dire que si les femmes font des enfants plus tard, parce qu'il faut qu'elles travaillent, l'égalité des sexes, etc., oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'exigence de trouver une union, il y a le jetable, il y a le modalité, tout ce qu'on voudra, il y a énormément de facteurs qui font que, mince, on n'a pas vu l'heure passer, on n'a pas vu le temps passer, mais il va falloir s'y mettre, et avec qui on va s'y mettre, et merveille, on a tout un tas de techniques qui sont à notre disposition. Et beaucoup de gens vont devoir, dans l'urgence, découvrir ces choses-là. Et je voudrais raconter une histoire, parce que moi, le désir d'enfant, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est vrai que nous, en tant que pédiatre, on est un petit peu après, on vient après, même si dans la grossesse, on intervient de plus en plus tôt en fétologie, en échographie fétale, que sais-je, dans certaines prises de décision, dans certains conseils. Mais on est présent. On est un peu la cerise aussi sur le bébé, on vient après. Mais j'ai eu un cas qui m'est arrivé il y a quelques années, qui je trouve très beau, qui peut-être image un petit peu notre exercice, mais en même temps, tout ce qu'il y a derrière un désir d'enfant, le désir d'enfant, à quel âge commence-t-il? Termine-t-il quand l'enfant est là? Augmente-t-il avec l'âge? C'est des questions complexes. Un jour, j'ai été appelé à 3 h du matin par une sage-femme en salle d'accouchement, et assez surprenant, la sage-femme m'a dit: docteur, ne vous précipitez pas, le bébé va bien. Alors ça, je suis pas habitué, parce qu'en général, quand on m'appelle, c'est que vraiment il ne va pas bien, et qu'il n'est pas né surtout. Elle me dit: on a besoin de vous pour un conseil, mais venez tranquillement. À 3 h du matin, vous êtes un petit peu dans le brouillard, j'arrive dans cet accouchement, et je vois là les sages-femmes, l'équipe qui était là, et puis je vois un magnifique bébé dans une couveuse. Splendide. Moi, je suis sur le bébé, je me dis: tout va bien, il est rose, magnifique. Et les sages-femmes m'a dit: écoutez, on a un petit problème, la femme qui vient d'accoucher, elle a 15 ans. Et on est embêté, parce que d'abord c'est une grossesse qui n'a pas été suivie. J'avais donc grossesse cachée et non déni de grossesse, ça j'ai appris, c'est de temps de faire la différence. Et on est embêté parce qu'elle est mineure, il faut quand même qu'on prévienne ses parents. Qu'est-ce qu'on fait? Les parents étaient agriculteurs, elle craignait énormément ses parents, elle était venue de la maternité en mobilette, à l'arrière, avec son copain. Le petit jeune boutonneux qu'il y avait dans le couloir que je venais de rencontrer, c'était son compagnon. Et là, vous avez tout qui vous tombe sur la tête, et qu'est-ce qu'on fait?
Alors on a réfléchi, parce qu'on a eu le temps de réfléchir, là on pouvait réfléchir. Et finalement, on a décroché le téléphone, on a appelé les parents, donc les grands-parents. On est tombé sur le monsieur, le nouveau grand-père, et on lui a dit « Bonjour monsieur, vous êtes bien la maman, le papa de telle jeune fille ?» Et on a pris un air grave en disant « Il est arrivé quelque chose à votre fille, venez rapidement. » Heureusement, c'était en hiver, les routes étaient balissantes, on avait peur d'avoir une mort sur la conscience. Les parents sont arrivés, les grands-parents sont arrivés, et évidemment, quand ils sont arrivés, on leur a dit ben, rassurez-vous, votre enfant, votre fille va bien, mais elle a accouché d'un bébé. Et là, je me souviendrai toute ma vie du visage de la grand-mère et de ce nouveau grand-père qui s'est effondré, qui s'est mis à pleurer. Ils avaient eu le temps de décharger sur les larmes, qui s'est précipité vers cette fille. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que là, tout d'un coup, j'ai vu chez une fille de 15 ans, et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour ça, cette femme, devenue femme, cette fille devenue femme, se tourner vers l'enfant pour la première fois, ça faisait 2 heures qu'il était né, et vouloir prendre le bébé dans ses bras, c'était bon, elle pouvait en prendre possession. Je crois que le désir d'enfant, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Des histoires comme ça, on en a d'autres, je peux vous en raconter plein. Mais c'est une histoire, d'autant plus que le compagnon et elle sont restés ensemble, ils se sont mariés quand ils ont pu le faire, et ils ont même eu un deuxième enfant plus tard. Voilà, je ne veux pas m'étendre trop, mais pour vous dire que le rôle du pédiatre, c'est quelque chose de... Nous avons beaucoup de questions, les gens viennent vers nous, et effectivement, ça change beaucoup de notre pratique. Et nous avons des questions que nous posent les femmes. Et alors, je voudrais juste terminer aussi là-dessus. La différence, enfin, je ne sais pas que je vais comparer, mais nous, on est confrontés à ça quand un couple arrive pour la première fois en consultation et qu'on ne connaît pas l'histoire. Quand par exemple c'est un enfant adopté, on le sait. On le sait parce qu'ils nous le disent, parce qu'ils sont venus nous voir avant, parce qu'ils ont pris des conseils auprès de nous pour savoir comment il fallait faire, c'était une question qu'il fallait poser avant d'adopter cet enfant. Donc on le sait. En revanche, quand c'est un enfant qui est issu de la PMA, on ne le sait pas tout de suite. Les gens ne nous le disent pas. J'ai encore eu un cas ce matin de parents qui sont arrivés avec un bébé, et c'est très important de savoir, parce que derrière tout cela, il y a un parcours extrêmement difficile. Je termine là-dessus. Merci, je suis très heureux d'être là pour vous parler cet après-midi. Comme on est un forum de bioéthique, la question que je me suis posée et que je vais essayer de dérouler, c'est finalement, qu'est-ce que le désir d'enfant vient révéler comme dimension et question éthique? La première, pour moi, elle me saute toujours au visage dès que je suis confronté à l'obstétrique et aux disciplines afférentes, c'est que dans ce domaine-là, on a vraiment l'impression qu'on parle de désir d'enfant et qu'on sait de quoi on parle. Et je me souviens d'une de mes premières interventions dans ce domaine s'appelait désir d'enfant depuis 18 mois. C'est-à-dire quelque chose qu'on trouvait de manière récurrente sur les dossiers d'AMP, d'aide médicale à la procréation, sous-entendu qu'on était capable de dater le début d'un désir et qu'on pouvait commencer à ronger son frein quand 18 mois étaient passés et qu'il y avait là tout d'un coup urgence à intervenir. Alors pour bien saisir quelque chose de questions éthiques qui sont inhérentes à la dimension du désir d'enfant, il faut bien accepter cette idée, c'est que le désir humain par essence est quelque chose de proprement inconscient. Proprement inconscient et qui saurait avoir d'objet. Désir, au sens où la psychanalyse l'a déterminé, est un moteur de l'existence humaine et un moteur qui, dès qu'il vient saisir un objet, dès qu'il est comblé par un objet, s'arrête immédiatement. Vous avez certainement tous déjà fait cette expérience que quand vous avez, entre guillemets, désiré fortement un objet et que tout d'un coup vous l'avez,
la joie, si elle s'exprime, est toujours de très courte durée, et qu'en général, ce qui advient à cet endroit-là, c'est la déception, voire la dépression, la déprime. Alors, ce qui est extraordinaire dans le domaine de l'obstétrique, c'est qu'il y a une dimension particulière qui est mise en jeu de manière radicale, c'est que le désir inconscient qui anime la vie des couples, qui se joue dans leur intimité, quand il y a un pépin, infertilité, stérilité, tout d'un coup les choses vont rentrer dans le domaine de la conscience. C'est-à-dire, si un enfant ne vient pas, le fruit de l'amour dans un couple n'advient pas, on va se retrouver dans la situation de devoir en faire la demande à quelqu'un. Et ça modifie tout. On n'est plus dans l'intimité, on n'est plus dans la spontanéité de la vie. On est dans une autre dimension où tout d'un coup, tout ce qui était inconscient, tout ce qui se passait sous la couette, tout ça, ça devient quelque chose d'éminemment conscient, et on flirte avec quelque chose qui est le centre éthique de la question, c'est que le danger qui se manifeste à cet endroit-là, c'est l'instrumentalisation. Instrumentalisation qui touche tout. Qui touche tout, ça veut dire qui touche les relations sexuelles, qui touche la question du désir lui-même, qui touche la question de l'enfant. Et c'est une question qui est d'autant plus importante qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on parle de grossesse, d'accouchement, de procréation, le modèle actuel, c'est le modèle de la procréation assistée. C'est le modèle de l'enfant qu'on fabrique, de l'enfant sur lequel on a une maîtrise. Inconsciemment, c'est ce modèle-là qui fonctionne. Alors, comme ça a été soulevé déjà par plusieurs des intervenants, cette question, elle est liée en grande partie au fait que la science et surtout la technique interfèrent aujourd'hui de façon majeure avec notre vie intime. La contraception, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être simplement le plus grand progrès du XXe siècle, ça l'est sûrement, mais en même temps ça induit un biais dans la question dite du désir. C'est qu'on est obligé d'acter. Si on veut un enfant, il faut arrêter la contraception. C'est un acte. C'est plus quelque chose qui est le pur fruit de la relation avec le hasard. Il y a un autre élément que je trouve tout à fait intéressant dans ce que la science, la technique peut amener dans le rapport à la question désirante. C'est l'échographie. L'échographie, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Je ne sais pas si vous vous rappelez les débuts de l'échographie. On avait l'impression d'un écran de télé quand les programmes sont terminés. Les plus vieux d'entre vous se rappellent, parce que les plus jeunes n'ont jamais vu ce que c'était la fin des programmes. Donc il fallait être grand clair pour deviner la forme d'un bébé. Mais aujourd'hui, grâce au couplage entre l'échographe, l'ordinateur et l'artiste, on voit des images bébé Lara Croft. Or, il se passe quelque chose de très particulier. C'est que cette image qu'on voit sur un écran, elle devient l'objet du désir. Si le désir de l'enfant cherchait un objet, il vient la trouver à cet endroit-là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que tous les enfants sont adoptés, que ce soit ceux qu'on a fait sous la couette ou ceux qu'on obtient dans les éprouvettes. Eh bien, il se trouve que beaucoup d'enfants sont adoptés déjà sur un écran. C'est-à-dire, on adopte l'image, on la prénomme, puisqu'on connaît déjà son sexe, et vous savez comment ça se passe, on en parle. On parle déjà de cet enfant qui est prénommé. Et ce que mes amis obstétriciens m'ont appris, un des effets de cette première naissance virtuelle, c'est que l'enfant réel est décevant. En réel, quand même, par rapport à un bel enfant sur un écran tout lisse, il est quand même sale, braillant, etc. Et ça a parfois un effet repoussoir. Ça veut dire que le virtuel a un effet particulier
c'est qu'il vient blesser l'image de l'enfant magnifique, celui que chacun porte dans sa tête avant que l'enfant ne naisse. Donc ça, c'est déjà un facteur qui touche tout le monde. Après, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à avoir d'enfant et qu'on rentre dans ce processus de l'aide médicale? À partir de ce moment-là, on va dire que dans la question dite du désir d'enfant, il y a au moins un partenaire supplémentaire qui est entré en jeu. On a entendu tout à l'heure le désir du pédiatre. Mais il y a un partenaire qui est rentré en jeu, c'est l'obstétricien. C'est le technicien qui va intervenir pour fabriquer l'enfant. Parce qu'il existe aussi, c'est aussi un être humain, et on ne peut pas dire qu'il va être négligeable dans ce qui se passe. Parfois, ça va très loin, parce qu'il vient se substituer au père, parce que dans les processus de procréation assistée, les pères, on n'a pas trop besoin, et ils sont souvent assez vite évacués. Si je reviens sur le terme d'instrumentalisation, un des premiers éléments qui sont touchés de manière extrêmement fréquente, ce sont les relations sexuelles. Parce que si on veut se donner la chance d'avoir un enfant, il faut pouvoir faire une relation sexuelle en lieu et en temps. Et que ça a l'air de rien, mais que c'est un des facteurs majeurs de dépubescence chez l'homme. C'est aussi un facteur majeur de, comment on pourrait dire, d'évanouissement du désir féminin. Et donc, la relation sexuelle devient plus qu'un devoir conjugal, ça devient un devoir médical. Et très rapidement, la relation est réduite à cet acte médicalisé, temporalisé, ce qui ne fait pas nécessairement du bien au couple. Il y a une modification du rapport au temps, il y a une modification du rapport à l'autre. Un autre facteur qui est lié à ce mouvement dans lequel sont pris les couples, c'est que vous savez que quand une femme, quand un couple veut un enfant, il voit des femmes enceintes partout. Ça devient une vraie persécution. C'est en général comme ça, quand on veut quelque chose et qu'on l'a pas tout de suite, on le voit partout, tous les autres l'ont des panneaux. Et il y a quelque chose qui apparaît assez rapidement, c'est l'intolérance aux femmes enceintes et l'intolérance aux enfants des autres. Et comme ce sont malgré tout de jeunes couples qui fréquentent des gens qui ont des enfants, ça a un effet très rapide de désocialisation. Donc vous voyez, premier temps, il y a quelque chose qui ne va pas très bien du côté de la sexualité. Deuxième temps, du côté de la socialisation, c'est pas terrible non plus. Et alors, le dernier élément dont je voudrais parler maintenant, c'est que on est conscient que quelque chose ne tient plus du désir. C'est pour ça qu'on est passé de la notion d'un désir d'enfant à un projet parental. Et le projet parental, c'est pas le désir d'enfant, c'est pas la même question. C'est déjà quelque chose de très concret, de très matériel, de très organisé. Le désir, c'est pas quelque chose d'organisé. Le désir, vous en rendez bien compte, le désir, c'est ce qui nous fait exister, pas survivre. C'est ce qui nous fait exister, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait penser, c'est ce qui nous fait créer. Et tout ce qui vient l'objectaliser lui enlève toute capacité d'être, et nous enlève toute capacité d'être. Alors, on disait tout à l'heure, on parle beaucoup de désir, on ne parle pas d'enfant. Un des problèmes posés par toutes ces questions-là, on en parle beaucoup, et je crois que c'est important d'en parler beaucoup, c'est que dans ce mouvement d'instrumentalisation, le risque, c'est que l'enfant devienne un objet. Comme le modèle représentatif, le modèle imaginaire dans notre société, c'est l'enfant de la procréation assistée, il y a un risque très important que l'enfant soit conçu comme quelque chose, c'est pas l'expression quand on peut, etc., que ce soit quelque chose qui apparaisse dans le système marchand. Ça existe déjà. C'est pas un grand secret que je vous livre là. Ça existe déjà. On peut aller acheter des bébés dans des fabriques de bébés qu'on trouve en Inde, qu'on trouve dans d'autres pays.
Mais ça, on va dire, c'est terrifiant, mais c'est pour le moment localisé. Ce que je pense, c'est que ce genre d'expérience, de pratique, induit quelque chose sur la manière dont on pense le bébé dans la société, dont on pense l'enfant. Qu'on le veuille ou non, on aimerait bien pouvoir choisir. On se l'interdit pour des raisons morales, religieuses, éthiques. On aimerait bien. On est déjà plus ou moins d'accord à penser qu'il y a des enfants qui seraient bienvenus de ne pas naître, parce que causant de nombreux problèmes. On a déjà parlé de tout ce qui tourne autour de la trisomie, mais il y a d'autres choses qui sont en train de s'ouvrir autour de ça. Jusqu'à quel point un enfant est bienvenu de ne pas naître? Est-ce que c'est pire de naître avec un problème que de naître à l'encontre du souhait ou du désir parental? Je suis sûr que certains d'entre vous pourraient nous dire à quel point ça pose question d'être une fille quand votre père a toujours désiré un garçon, ou vice-versa. Jusqu'à quel point c'est difficile d'avoir un corps comme ci ou comme ça quand on aurait pu souhaiter en avoir d'autres. Donc si on nous fait l'offre de nous donner l'enfant qui nous plairait, pourquoi on se le refuserait? Et je crois qu'à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la potentialité, se posent des questions éthiques pour l'avenir. Pour l'avenir, pour nous, singulièrement, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Parce que, en touchant à ces questions-là, je ne crois pas que la question ce soit la norme, comme je l'ai entendu de différentes manières. Je crois que la question, c'est la définition même de l'humain qui est en jeu. On peut là-dessus. Le passage de l'expression avoir un enfant à faire un enfant. Avoir un enfant, c'est vrai que dans une première approximation, on peut penser à la propriété aussi. Quand on a un enfant, on peut être tenté de penser qu'il est pour soi. En même temps, quand on disait avoir un enfant, il y avait aussi une certaine idée du don. D'un enfant qui apparaissait, qui soit désiré, plus ou moins désiré, qui apparaissait spontanément. Enfin, voilà. Le champ de l'humain est ici extrêmement complexe. Et quand on dit faire un enfant, je dirais que cette propriété-là, dans l'idée de l'avoir, est beaucoup plus embêtante pour et le couple, et l'enfant, et la société. Quand je suis dans le faire, je suis dans une programmation selon un certain plan, et puis surtout je m'érige en maître de cette procréation. Et si c'est moi qui suis le maître, et non seulement encore le propriétaire, ce qui n'est déjà pas génial, d'une certaine façon, cet enfant-là va être, je dirais, asservi dès le départ. Et on l'a entendu, cet enfant qui ensuite cliniquement est prisonnier du désir d'enfant lui-même, qui ne peut pas s'épanouir, car c'est vrai, on l'a souligné, les différentes interventions l'ont souligné, on fait toujours d'abord un enfant dans sa tête, un enfant imaginaire. Et ensuite, l'enfant réel qui apparaît est toujours en décalage. Et comment est-ce que je vais pouvoir faire le deuil de cet enfant imaginaire pour accueillir cet être nouveau, dont la nouveauté est gage de liberté et qui m'engage dans une réelle relation à l'altérité? C'est dans la mesure où j'accepte que cet autre puisse s'envoler de ses propres ailes, bien sûr, progressivement, que d'une certaine façon, je peux aussi contribuer à ce que l'éthique appelle l'humanisation. Et du coup, vous le voyez aussi d'emblée que l'humanisation de cet enfant passe aussi par l'humanisation, je dirais, de tous les autres qui sont autour de lui, de ses parents, parce qu'on ne s'accomplit jamais tout seul, on s'accomplit
les uns avec les autres, les uns par les autres. Et c'est quelque chose qui est éminemment important quand on parle d'éthique. Merci beaucoup. D'abord, je crois qu'on va mettre une note féminine. Je crois que c'est peut-être le mot déception qui vous a choqué. Oui, je crois que ce qu'il y a, c'est ce fameux enfant imaginaire et l'enfant réel, ce qui se traduit d'ailleurs hormonalement et physiquement souvent par le baby blue, qui est très mal vu, souvent par l'encouragement à faire pièce de poste de faire mon bébé, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas contente? Je pense qu'il faut prendre comment dirais-je, les mots et les sensations, peut-être pas au pied de la lettre de cette façon-là, mais qu'il y ait parfois une difficulté, et je reprendrai ce que tu as dit, je ne sais plus, il faut que tout enfant est un enfant adopté, et je crois surtout qu'il y a un enfant qui vous adopte. C'est un enfant qui vous adopte, et on peut parfois avoir le sentiment que cette adoption a du mal à se faire. Mais je crois que tout ce qu'on dit là, tous, n'est pas parole d'évangile. Bon, ça dépend de quel évangile il s'agit. Et c'est là souvent la difficulté de communication. Est-ce que notre maître de cérémonie permet que j'ajoute un mot là? Maître de cérémonie, permet. Parce que ce qui a été dit jusque-là évoquait une histoire qui est vraie. On y va tous de notre petite histoire. Il s'agit d'un couple qui a eu un premier enfant par procréation médicalement assistée, par assistance médicale à la procréation, qui a ensuite persuadé que vraiment, d'une part, pardonnez-moi l'expression, ça ne marcherait plus, et d'autre part, il n'avait plus le courage de se lancer dans cette expérience, ils ont adopté un deuxième enfant. Et finalement, grossesse spontanée, ils ont un troisième enfant. Le problème qui s'est posé à ce couple, je pense que, enfin, moi j'ai été très surprise, je l'avoue, c'était comment faire comprendre, comment toucher le dernier enfant conçu dans une grossesse spontanée, qui ne se sentent pas moins désirés que les deux autres. Et j'ai trouvé que cette place du désir par rapport à quelque chose qui était humain et spontané était quand même assez impressionnante, qui prouve bien que ce sentiment, c'est aujourd'hui, on désire et on s'adresse éventuellement à des mécaniques ou à d'autres. C'est comme si on devait prouver à un enfant qu'on l'a désiré. Et d'autre part, je laisse la parole à Sophie, quand j'étais jeune, il y a longtemps, faire un enfant était considéré comme une expression de grande vulgarité. J'entends encore ma mère me disant, elle a dit qu'elle allait faire un enfant, pas moi. Je ne sais pas. Est-ce qu'il prouve les évolutions aussi? Sophie, oui, non, je voulais quand même préciser, parce que je sais qu'on aime le merveilleux, les belles histoires, et quand les choses fonctionnent tout de suite très bien, et oui, des milliers, des millions de femmes, quand elles découvrent leur enfant avec leur compagnon, le trouvent merveilleux, et immédiatement, cette empathie se met en place par l'instinct. L'empathie se met en place et fait que, voilà, l'histoire, immédiatement, il y a une adoption mutuelle. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde, et ça ne veut rien dire de la qualité du lien du parent à l'enfant pour toutes celles qui nous disent leur déception, qu'elles ne comprennent pas ce bébé, qu'il ressemble à rien, qu'elles pensent qu'elles ne vont pas l'aimer. Et c'est quelque chose qui se construit, la maternité. C'est maturatif, c'est interprétatif, c'est historique. Ça s'inscrit dans une histoire, ça prend du temps. Pour certaines, ça va très vite, pour d'autres, non. Et je crois qu'il faut faire très attention à ces images maternelles qui sont comme ça attirées vers le haut et qui laissent à penser et qui laissent à croire que celles qui sont tout de suite bien avec l'enfant sont immédiatement des bonnes mères. Et je veux vraiment insister là-dessus, parce qu'on voit trop de jeunes femmes qui se sentent pas bien avec leur enfant, qui s'en inquiètent énormément, alors que la qualité du lien à l'enfant va se construire et sera de bonne qualité. Ajouter une chose, c'est que dans nos consultations, il y a quelque chose qui moi me surprend toujours, et je crois que tous les médias, tous ceux qui interviennent autour de l'enfance, pas seulement les médias, surtout les psychiatres, je pense, comment est-ce qu'on fait pour aimer ses frères et sœurs? Pour moi, c'est un immense mystère.
On devrait haïr ses frères et sœurs. Combien de fois on voit un couple arriver avec un premier enfant et on va le suivre pendant des mois et des années. Et puis un jour, il y a le ventre de maman qui s'arrondit. Et maman, la future maman, deuxième maman, parle à son bébé et explique à la petite fille de 3 ans, ou au petit garçon de 3 ans, oui, mais on l'a bien préparé. On l'a bien préparé. Tout va bien se passer. Et puis l'accouchement a lieu. Et puis il y a la première consultation qui arrive avec les 2 enfants. Et il y a le grand qui est là, dont plus personne ne s'occupe, et qui se met à haïr ce bébé. Mais les parents disent, mais non, il l'aime beaucoup. Il le caresse et il lui donne sa tétine. Et on dit quelques mois, tout le monde est chouette. Parce que le grand fait de nous pipi au lit. Il dort plus, il agresse les camarades à l'école, enfin, plein de choses comme ça. Et bref, c'est la déconstruction de la famille. Arrive ensuite peut-être un 3e enfant. Et nous sommes les témoins, dans nos consultations, de cette souffrance de l'enfant qui est laissé de côté. Parce que forcément, la mère va se tourner vers le bébé pour le déshabiller, etc. Et l'autre, il est laissé là, depuis 2 ou 3 ans, il n'est pas habitué à ça, il est habitué à ce que sa maman soit constamment dirigée vers lui. Et ça, c'est très étrange dans la construction de la famille, dans le désir d'enfant, cet apprentissage de partager la mère et le père. Et d'ailleurs, on a des réunions maintenant avec les psychiatres parce que nous, on a besoin d'être aidés. Et de temps en temps, les psychiatres nous demandent un peu ce qu'on voit. Et c'est assez intéressant, les échanges. Et il y a très peu de temps, j'ai eu un truc très amusant qui m'est arrivé en consultation. C'était la première fois que ça arrivait. Je me suis fait battre par une petite fille de 3 ans. J'étais en train d'examiner le bébé, son petit frère, et tout d'un coup, je sens taper mon mollet. Ce qui est rare à 3 ans, c'est très rare à 3 ans. Et bien, c'était la grande sœur qui me tapait, parce que j'étais le méchant qui faisait pleurer le bébé. Le mot adoption, en l'occurrence, je ne l'avais pas destiné à l'adoption légale. C'était un processus d'adoption de l'enfant par la mère, et essentiellement Winnicott, etc., la mère par l'enfant. Et ce que vous soulevez aussi, c'est ce problème du tout biologique. Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est, comment dirais-je, est-ce que cette réponse est obligatoirement tout biologique? Et ça, on peut encore y penser, y réfléchir. En général, vous savez que la loi impose, lorsqu'on reçoit un couple qui est en demande d'enfant, de donner toutes les possibilités. Quand j'étais plus jeune et que je faisais plus ce que je voulais et moins ce qu'on m'obligeait à faire, j'estimais que je ne parlais pas tout de suite de l'adoption parce que je trouvais que c'était leur donner l'impression de leur claquer une porte au nez et de dire il n'y a plus que ça. Et très souvent, vous parlez de l'homme, les femmes disent, enfin laissent entendre n'importe quoi pour toucher un enfant, c'est pas formulé comme ça, et les hommes disent moi jamais. On peut réfléchir à ce que ça représente pour chacun, de laisser une trace, de laisser son nom, etc. etc. Je peux toujours, je vais souhaiter le micro une seconde encore, lorsque vous disiez que ce qui vous choque, ou ce qui vous étonne, c'est la façon dont l'enfant qui est déjà là se sent ou est traité, entre guillemets, à propos de l'enfant qui va venir. Et moi j'ai vu ça à l'envers, je m'explique. Dans une consultation d'un couple qui vient vous voir pour procréation, pour assistance médicale à la procréation, il y a parfois un premier enfant. Ce premier enfant est assis par terre pendant la consultation, il n'est pas bien vieux et il joue sous la table. Et devant cet enfant, aux oreilles très ouvertes bien entendu, on dit on ne peut pas vivre si on n'a pas un autre enfant, il faut un enfant. Et ce malheureux enfant qui est là, se dit mais qui suis-je, à quoi est-ce que je sers? La question du désir d'enfant chez l'homme, d'abord, une petite remarque qui m'a toujours amusé jusqu'à ce que j'entende effectivement ce que ça veut dire, et parfois ça met du temps. C'était une intervention de Lucien Israël, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, et qui m'a dit un jour, l'analyse d'un homme n'est jamais terminée tant qu'il n'a pas traversé un fantasme de grossesse. Je donne ça en pâture, réfléchissez, il y a beaucoup à entendre ça, etc. par rapport à la question du désir d'enfant. L'homme désire l'enfant,
Mais c'est à cet endroit-là que se passe quelque chose qui a un impact considérable sur toute l'humanité. C'est que ça touche au point de frustration maximale et irréductible. La frustration de l'homme, c'est que quand il désire un enfant, il est, en tous les cas encore aujourd'hui, tributaire de la femme. Et la question qui se pose face à cette énorme frustration, et je poserai juste comme question, j'aurais beaucoup de choses à dire, je poserai juste comme question, c'est comment les hommes se sont dédommagés de cette énorme frustration. Quel impact ça a sur la manière dont se structure une société humaine, dont s'est faite la civilisation, dont se sont constitués les discours religieux. Je vous donne ça en réflexion. Mais ça s'appuie sur cette chose particulière qui fait que tel qu'on conçoit l'humanité et la place respective de l'homme et de la femme est complètement erronée. C'est comment on a essayé de faire en sorte que malgré cette inégalité flagrante et cette frustration énorme, les choses puissent tenir. Et je pense que dans la question du désir d'enfant, l'arrivée d'un deuxième, c'est quand même une très très mauvaise nouvelle. Vu du côté de l'enfant, il ne faut quand même pas exagérer, il n'a pas du tout l'intention de partager. Et l'enfant a les moyens de dire que ça ne lui plaît pas du tout. D'ailleurs, en général, quand un deuxième enfant arrive dans la famille, il demande toujours à quel moment on va le rendre, hein, ou à quel moment on va le jeter. Enfin, il se questionne pourquoi. On le regarde, il est quand même assez surpris de voir qu'on installe le lit. En plus, on va peut-être lui demander de laisser jouer. J'aimerais plaider en la faveur des enfants, ne leur faites pas donner leur jouet à ce deuxième enfant qui arrive et qui les trahit. Donc peut-être qu'un grand 3 ans qui en fait est un bébé quand on a 3 ans, est tout petit, et qui vient et qu'on le met en situation d'observer sa mère tout à l'amour de ce deuxième enfant, peut-être qu'on peut commencer par lui dire mais qu'est-ce que tu as grandi, le peser, le mesurer, s'occuper de lui, et montrer toute la place qu'il occupe dans une famille. Voilà, je plaide pour les enfants qui manifestent, ils ne parlent pas leur mal-être, ils le manifestent, ça fait partie de l'enfance. L'enfance n'est pas une maladie, mais c'est vrai qu'on a des manifestations surprenantes. Marie Chaudier, vous souhaitez réagir? La question de la parole, je crois que c'est effectivement très important. Vous dites que l'enfant ne parle pas, mais on peut lui parler. Et je crois que ce qui est vraiment très très important pour l'éthique, c'est cette prise de parole. En même temps, l'éthique nous dit toujours, parce que l'éthique, on est toujours dans des entre-deux. Il y a des paroles qui tuent, et ça non plus, il ne faut pas l'oublier. J'ai vu un jour, quand je me remplaçais en médecine générale, je rentrais dans une maison. C'était très intéressant parfois la médecine générale. La maman m'accueillait sur le pas de la porte parce qu'elle m'avait appelé pour un autre enfant, mais elle tenait un enfant de 7-8 ans à la main. Elle m'a accueillie, c'est la première fois de ma vie que je la voyais. Elle me disait, celui-là, on l'a pas voulu, enfin il est là. Voilà, je crois qu'il ne faut jamais oublier cette dimension-là de la parole qui construit, elle est absolument essentielle. Autre remarque, toujours en éthique, le corps est important. Le corps, c'est aussi le biologique. Il est intéressant de noter, vous avez évoqué à l'instant la dimension biologique. Certes, la parole est importante, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais le corps aussi est important. Et le corps est une parole. Georges David, au moment d'ouvrir les sécos, les fameux centres de conservation du sperme et des œufs humains, avait une phrase, je dirais, prophétique d'une certaine manière. Il disait cela: plus dans une société les liens sociaux se dissocient, plus on exige du biologique, des liens de sang. Ça doit nous faire penser, dans une société comme la nôtre, où il y a vraiment des mutations très importantes sur le plan des familles, des couples, etc., etc. Et je crois que, là encore, c'est une des clés d'un certain nombre de questions que nous nous posons. Tersdorf, hier, quand on discutait, bon, il y a je ne sais pas si on veut parler de pathologie, mais vous voyez aussi des mères qui sont en décalage dans l'âge par rapport des mères et des pères d'ailleurs, en décalage dans l'âge par rapport à l'enfant qui vient d'arriver ou qui est encore trop petit, et qui ont des problèmes de comportement, d'adaptation. C'est un peu en parallèle, je trouve, avec d'éventuelles
pathologie de l'enfant et de nouvelles problématiques de parents liées à ce désir d'enfant qui se remplit de manière sacralisée, décalée et compliquée. Alors, c'est vrai que ça, je ne sais pas si ça existait pas autrefois, mais les familles étaient différentes autrefois. Maintenant, les familles sont des petites cellules. Il y a le papa, il y a la maman. Souvent, d'ailleurs, il y a la maman tout seul. Moi, j'observe des compagnons qui explosent en plein vol et qui quittent leur compagne quand ils apprennent que la maman, leur compagne est enceinte. On vit. Alors, est-ce que c'est plus qu'avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'observe. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit des mères. Alors, est-ce que c'est plus les mères qui sont déjà un peu plus âgées? J'ai pas de statistiques, mais à la louche, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, un couple qui arrive et qui est passé par un processus long et complexe, il a fallu d'abord qu'ils se trouvent, ils ont leur propre histoire, ça se fait pas comme ça. On a dit tout à l'heure, un enfant, il faut d'abord être deux, il peut être deux, ça peut mettre beaucoup de temps. Et donc des gens qui ont tout ce parcours derrière eux, puis finalement, il y a un bébé. Le bébé, c'est pas une fin en soi, le désir d'enfant, au fond, on ne sait pas très bien le définir, c'est compliqué. Et ils arrivent, il y a ce bébé, et il a plein de symptômes, ce bébé. Il ne dort pas, il hurle, il ne digère pas bien, il vomit. Il a parfois des symptômes, des syndromes quasi chirurgicaux. Si on n'a pas un peu la bouteille, entre guillemets, on va tout de suite se jeter sur une échographie, une radio, pour aller chez le chirurgien. Alors il n'y a rien du tout chez ce bébé. Il y a simplement une interface entre ce bébé et la mère, et le bébé finalement n'est rien d'autre que le reflet de ce que la mère peut être. Ça, nous, on a l'habitude de ça. Combien de fois, c'est pour ça qu'une consultation pédiatrique, il faut prendre du temps. C'est important de prendre du temps, parce que, on n'est pas psychiatre, mais il faut écouter un peu ce que disent les gens, il y a des difficultés derrière, des peines, et souvent ça se traduit par tous les symptômes que peut avoir l'enfant, et avec pas grand-chose, on arrive à régler ce problème. Il y a une chose que je voudrais rajouter aussi, c'est par rapport au rôle du père dans le désir d'enfant. Parce qu'on parle toujours de la mère, le désir d'enfant, bon, la mère, c'est sûr, c'est naturel, et voilà, on n'est plus du tout dans la même enfin, on le voit en consultation. D'ailleurs, l'affiche, je ne sais pas si elle est là, et cette affiche, moi, elle m'a interpellé. Cette affiche, on voit ce père qui est très jeune, déjà. On n'en voit pas beaucoup si je dis ça. Moi, je trouve qu'elle est bien cette affiche, parce qu'elle fait réfléchir. Alors, il y a tous les molécules autour, on peut y mettre ce qu'on veut, il y a l'aide à la progression, tout ça. Il est nu. Eh bien, ça peut choquer certains, mais nous, on le voit, ça. On voit de plus en plus de pères qui s'approprient la place de la mère. On voit des pères qui lui montrent pour rien au monde d'une préparation à l'accouchement. On voit des pères qui respirent au moment où ils sont au bord de la... D'ailleurs, il y a eu un reportage qui était passé à la télévision, je ne sais plus le nom, enfin, on voyait une caméra cachée dans la l'accouchement, on voyait un père qui tombait à moitié dans les pommes. On voit ça, et on voit le père qui s'approprie l'enfant. Grâce à la l'échographie, on a pu matérialiser ça, etc. Et quand ils arrivent en consultation, parfois, il y a une espèce de passage de flambeau, et des pères qui deviennent un peu, j'ai envie de dire, féminins. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait très court une anecdote comme ça, un couple qui arrive dans mon cabinet, très bien, un bébé, parfaite santé, et puis je pose des questions, je m'adresse aux deux, je dis quand même à la mère, parce que c'est des questions sur l'allaitement, je pose des questions à la maman, parce qu'il y avait des petits problèmes au niveau de l'allaitement, je dis mais... Et je vois le père qui me répond, non, ça va, je lui donne la nuit. Enfin, ça va, je lui donne la nuit. Oui, mais madame, vous n'avez pas de problème de téton, non, ça va, je ne sais pas, enfin, tu n'as pas mal. Non. Et sinon, la nuit, vous dormez bien, madame? Oui, moi je dors bien, mais... Et il répondait en permanence à la place aux femmes. Alors, évidemment, il a laissé la place grande ouverte, mais c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Daniel Guédon. Intervenir sur la question d'Anne, parce que je pense que ça ouvre le débat du désir de l'enfant vers la question de ce que j'appellerais les troubles actuellement dans notre société de la fonction parentale. Parce que là, si on parle de nouvelles pathologies chez l'enfant, à mon sens, ça renvoie moins à la question du désir, parce que l'enfant est là, qu'à la question de la manière dont les jeunes adultes, les adultes en général, arrivent aujourd'hui à assumer, à endosser
parentale. Moi, je vois plus beaucoup d'enfants, mais je vois pas mal de gens très jeunes adultes. Et je suis très frappé de voir que beaucoup souffrent de quelque chose que j'ai appelé pathologie du stade lumière. C'est-à-dire beaucoup souffrent de l'absence du regard de l'autre. C'est-à-dire que, j'interprète comme ça, dans une société dans laquelle la parole se fait rare, et donc les enfants sont peu parlés d'enfants. Il y a quelque chose qui vient se dévoiler quand la parole fait défaut, c'est du côté des effets de regard, des effets imaginaires, et une souffrance très importante qui se poursuit très longtemps. C'est celle de ne pas avoir été regardé, et du coup, de mal pouvoir habiter ce corps, de mal le connaître. Ça, c'est quelque chose que je vois, je dirais, de façon de plus en plus marquée, avec en plus, ce qui ne facilite pas les choses, une culpabilité inhérente, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne me regarde pas? Ça s'adresse souvent à un père, pour qu'elle ne me regarde pas. Un sous-entendu, qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il ne m'aime pas? On en parlait du fait d'accompagner par la parole, de démêler éventuellement d'aller vers autre chose. Non, mais en entendant madame, j'étais en train de regarder, j'avais édité sur internet avant de venir, en fait, j'ai regardé Désir d'enfant et il y avait marqué tester votre désir. Et en fait, j'ai fait le test. Je m'excuse de ne pas répondre sérieusement, mais ça m'a quand même amusé parce qu'on m'a demandé si j'étais en couple, célibataire ou des relations pointillées. J'ai choisi en couple, je me suis dit vaut mieux. On m'a demandé si ma meilleure amie, quand elle m'annonce qu'elle est enceinte, si je suis contente, si je me dis je vais la perdre, si je suis jalouse. Moi, je dis que j'étais contente. Dans le train, il y a une jeune maman qui s'assoit en face de moi. C'est pour tester mon désir, hein, je ne sais pas trop où on va. Il y a une jeune maman en face de moi qui s'assoit et est-ce que je change de wagon? Est-ce que je passe le voyage avec elle à parler des guettes? Ou est-ce que je suis émue? Puis quand j'arrive chez moi, j'ai déjà oublié que j'ai été émue. Moi, j'ai pris ça. Voilà, j'étais contente d'être avec elle, mais ça va passer aussi vite. Ma pilule, est-ce que je m'oublie parfois? Est-ce que je suis réglée comme une horloge? Pilule, quelle pilule? Je ne sais pas. Alors moi j'ai mis réglée comme une horloge. Est-ce que votre soeur vous demande de garder son bébé? Pas question, elle a qu'à prendre une babysitter, j'accepte avec joie. J'accepte avec plaisir, mais je redoute de changer les couches. J'ai accepté avec joie. Devenir maman alors que je travaille, pas de problème. Faire un bébé, c'est plus important qu'une promotion. Pas question de faire un bébé tant que ma carrière n'est pas finie. Moi, j'ai dit pas de problème. À l'idée d'être enceinte, vous vous demandez ce que vous allez ressentir, vous caressez votre ventre, ou vous pensez que vous allez devenir une éléphante. J'ai choisi, je me demande ce que je vais ressentir. Quand votre mère, quand votre mère vous demande quand est-ce qu'elle va être grand-mère, vous dites bientôt, vous changez de sujet, vous lui dites demande à mes frères et sœurs. J'ai dit bientôt. Et votre conjoint, il est enthousiaste, dubitatif, mutique, je l'ai choisi dubitatif. Les soirées entre amis, pas question de les interrompre pour le moment, c'est celle de la vie joie de l'enfant. En cas de grossesse terminée, il faut être sérieux, le jour où je serai enceinte, j'aurai bien le temps de changer les habitudes. J'ai choisi ça. Eh bien, figurez-vous que mon désir, un bébé, peut-être, vous êtes partagé. Disons que vous êtes prête, sans que cela tourne à l'obsession. Vous attendez simplement le bon moment pour vous décider. Alors profitez-en pour faire un petit check-up chez votre médecin et adoptez tout de suite les bonnes habitudes pour être prête lorsque vous allez vous lancer dans cette grande aventure et ça ne saurait tarder. Conclusion, donc c'est pas une obsession, c'est un vrai désir. Voilà, le désir est insaisissable et énigmatique et il se construit dans un effort tellement personnel et intime et familial, interprétatif qui nous est propre, qu'il est bien difficile de répondre concrètement. Mais Internet est formidable. Oui, c'est intéressant que la liseuse de Bonaventure, ce soit maintenant Internet. Ah oui, j'étais très contente. Ils m'ont pas demandé mon âge. Une question, je pense. La politique familiale dans un pays aussi, les crèches, les aides pour faire des enfants. Combien de fois je vois une mère qui arrive avec un enfant, et il y a 20 ans, elle me disait bon, c'est bon, j'arrête là. Maintenant, je calcule, si j'ai un deuxième, finalement, c'est pas si mal.
international, j'ai pas besoin de travailler pendant 1 ou 2 ans, mais il y a beaucoup de facilité. Je pense que ça aide, même si c'est pas terrible à dire, mais ça aide certainement. À Strasbourg, on a de la chance, on a beaucoup de gens de toutes les nationalités, et on voit des gens, des Italiens, des Russes, etc. Bah, le désir d'enfant, moi je le sens le même partout. Juste une réflexion immédiate qui me vient à propos de votre question, je veux bien savoir sur ce que vous demandez, mais ça dévoile quand même quelque chose dont on n'a pas du tout parlé et qui mériterait effectivement discussion, c'est l'impact politique sur la question de la procréation. Parce que si on parle au niveau européen, si on compare des pays, etc., je ne pense pas que ça met en jeu les personnes, parce que le désir d'enfant, ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, localement déterminé. Et par contre, ce que ça peut poser comme question et qui mérite une réflexion éthique, pour le coup, c'est l'impact du politique sur les effets de la procréation. Désir de grossesse, désir d'enfant, désir de maternité, ce sont des choses qui ne se confondent pas. Par exemple, une des choses qui met en rage les praticiens spécialisés dans l'AMP, c'est une femme qui vient demander une procréation assistée parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant et qui, quand après tous les efforts est enceinte, elle demande une IVG, une interruption de grossesse. Qui laisse supposer que effectivement sa demande n'était pas celle d'avoir un enfant. Alors après ça peut se dérouler de différentes manières, de voir si elle était normale, de voir si elle pouvait être mère, de voir si elle pouvait avoir un enfant, de vivre la grossesse, de ressentir certaines choses, mais ce qui témoigne bien, j'ai envie de dire cliniquement, on touche à des domaines qui ne se confondent pas. Les discuteurs, Marie-Chantil, Écoutez, d'abord, je vous remercie pour ce riche débat qui, effectivement, nous donne à penser. Je ne vais pas vous souhaiter d'avoir des enfants, mais n'empêche que désirer un enfant, c'est quelque part aussi accepter de se décentrer de soi-même pour lever le regard. L'éthique, d'une certaine manière, ne nous dit pas des choses si différentes. Sortir de la sidération, ouvrir les yeux, entrer en relation, assumer son autonomie dans la relation avec l'autre. C'est particulièrement important. Il y a une question qu'on n'a pas beaucoup évoquée ce soir, c'est quand l'enfant qui vient n'est pas du tout conforme parce qu'il est handicapé, par exemple. Ce sont des questions absolument redoutables. Donc, ce que je nous souhaite un petit peu à nous tous, puisque je suis la représentante de l'éthique ce soir et qu'on m'a donné cette tâche, c'est de continuer cette réflexion éthique, voir ce qui humanise, voir ce qui ne l'est pas, voir faire des formations en éthique. Voilà, je vous y invite. Participer à des rencontres autour de l'éthique, celle d'aujourd'hui, mais aussi nous organisons toujours à Strasbourg les journées internationales d'éthique et l'année prochaine nous traiterons des questions éthiques autour du handicap. Donc là encore, c'est un grand colloque international. Je crois que nous avons besoin véritablement de réfléchir ensemble pour voir comment on peut s'humaniser. Et en n'oublions pas que personne ne s'humanise tout seul dans son coin, qu'on s'humanise les uns avec les autres, par les autres, et l'enfant peut lui-même être un tiers, un hôte accueillant et accueilli, à travers lequel on peut s'humaniser ensemble. Merci.